C'est bon? Ok. Je passe la main du coup à Estéphania. Merci Julien. Au revoir. C'est bon, ça va merci beaucoup Julien et Nina pour cette belle intervention. Nous allons donc finir en beauté avec la toute dernière interview avant justement de la conclusion de la journée. Donc, je voudrais que vous donniez la bienvenue à Maria Claudia Alvarez. Maria, est-ce que vous êtes là? Oui. Merci de votre accueil, je suis là. Bien arrivée, je vous entends. Merci beaucoup à vous vraiment d'être là. Eh bien, je demande à tout le monde d'être bien confortable, de bien profiter de cette interview qu'on a préparée avec tant d'amour latino. Exactement. Et donc, je me permets donc de commencer cette interview avec une petite description de Maria pour rentrer dans le mood avec sa biographie. Donc, Maria est une manager avec une vaste expérience dans les négociations internationales. Elle est spécialisée dans le domaine de la réorganisation et la mondialisation des achats et de la chaîne d'approvisionnement. Elle a une très grande expérience dans des contextes de gestion et de transformation multiculturelles et transversaux, trilingue, français, espagnol et anglais, Argentine, que viva Latinoamérica. Et juste, du coup, avant de commencer avec les questions, nous avons une petite biographie qu'on a pu récupérer via nombreux entretiens qu'on vous a fait dans le groupe Total. Donc, vous êtes directrice pour la branche marketing et services de Total. Pour parler un peu de cette branche, marketing et services et la présence directe dans près de 110 pays. 110 pays, c'est énorme. Leader en Afrique, en Europe de l'Ouest. Il y a la branche marketing service a plus de 14 000 stations de service à travers le monde. 8 millions de clients quotidiens dans nos stations de service et 1 million de clients B2B, ainsi que 31 000 collaborateurs. Et donc, vous êtes donc la directrice innovation pour cette branche. Votre carrière chez Total a commencé en 1998, où vous avez intégré le groupe Total en tant que directrice logistique de la filiale Total Lubrifiant en Argentine. En 2002, vous avez rejoint Air Total International comme International Sales Manager sur les périmètres Amérique latine. En 2006, vous avez intégré donc la direction spécialité de marketing et services. Et sur 40 managers impliqués dans ces programmes SPEED auxquels vous avez participé, Maria Claudia était donc la seule femme. Yes, woman power. Et en 2008, vous avez rejoint donc la filiale des gaz, de la branche gaz et énergie renouvelable en tant que responsable d'une équipe commerciale et en charge de la vente des gaz naturels aux grands industriels sur les marchés français. En 2012, vous réintégrez la branche marketing et services et a en charge la création d'un département d'achat industriel au sein de la direction des achats au marketing et services. En fin 2016, vous avez rejoint Total Global Procurement en tant que Global Category Manager, logistique et transport pour tous les groupes Total. Et depuis octobre 2019, vous êtes donc directrice innovation pour la branche. Bienvenue après cette courte biographie et cette carrière donc très intéressante. Tu peux nous parler un petit peu plus de toi? Merci Stéphanie, oui, vous avez fait un résumé de ma vie professionnelle, donc c'est pas la peine que je parle davantage. Je vais parler un petit peu plus de moi en tant que personne, Maria Claudia. Donc effectivement, je suis argentine, mais ça fait quand même 18 ans que j'habite en France, donc j'ai même adopté la nationalité française aussi, donc je suis franco-argentine. J'aime beaucoup ces pays qui m'ont accueillie. Mais en revanche, j'ai fait toutes les études en Argentine. J'ai fait une école de commerce, un MBA dans mon pays d'origine. J'ai fait des études aussi des supply chain. Par ailleurs, je suis mère des 2 filles adolescentes, Lara et Inès.
J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup faire du sport. C'est aujourd'hui une des peu de choses qu'on peut encore faire avec cette situation sanitaire, donc on profite. Mais aussi, juste pour finir avec moi, et après on passe sur les sujets, parce que je vois que vous êtes quand même dans une thématique, et c'est la thématique du digital. J'ai aussi une mission dans ma vie en dehors de mon travail, et que j'ai toujours dit, je le dis surtout à mes deux filles, parce qu'elles sont deux adolescentes, et que cette mission, je vais l'avoir jusqu'à la fin de ma vie, c'est de me battre pour la place des femmes dans les entreprises et dans la société en général. Je m'excuse, il y a des hommes ici dans l'audience, mais c'est pas surtout pas contre les hommes. Je suis pas féministe, je suis pour la diversité. Et quand on parle de la diversité, c'est hommes, femmes. Avoir beaucoup de femmes dans un domaine, c'est pas bon non plus. Donc l'idée, c'est qu'il faut être conscient que dans le digital, on a besoin de trouver un équilibre. C'est pour ça que je fais partie, en dehors de mon travail, je fais partie de réseau de diversité de Total, surtout pour le comité digital, pour la partie digitale, pour stimuler et motiver les femmes pour rejoindre ces domaines de numérique et de digital. Également, je suis membre de la JFD, Journée de la femme digitale, que c'est un réseau externe des femmes des sociétés du CAC 40, qui nous travaillons également pour stimuler depuis la plus tendre âge pour que les filles choisissent le numérique déjà dans le collège et le lycée. Voilà une rapide présentation de moi en dehors de mon quotidien. C'est parfait, c'est parfait. Justement, c'est ce qui nous intéresse aussi pour nos intervenants, au-delà de leur parcours dans les entreprises, et aussi de savoir un peu plus d'eux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi pour arriver là où ils sont. Donc, c'est très bien de compléter un peu ces parcours un peu plus personnels. En rentrant un peu dans les sujets, est-ce que tu peux nous parler justement de tes missions que tu amènes en tant que directrice innovation? Oui, d'accord, oui, avant de rentrer dans le sujet, donc, comme tu as bien expliqué, Stéphanie, je suis directrice innovation d'une des branches du groupe Total, c'est la branche marketing et services, c'est la branche qui commercialise les produits, en sachant que ce groupe est en train de se transformer. On parle des stations de service, mais vous allez voir et vous avez entendu pas mal, que le groupe Total, il se transforme dans son mix énergétique. On est passé d'une société oil and gas à une société multi-énergie. Donc, cette branche marketing et services a pour vocation et va avoir pour vocation de vendre toutes ces nouvelles énergies et nouveaux services et nouvelles mobilités de demain. Donc, quelque part, dans cette direction d'innovation que je porte au sein de marketing et services, nous avons deux missions principales dans ma feuille de route des prochaines années. Donc, la première mission, elle est sur un axe humain. Je vais enlever un truc, juste c'est mieux dans mon écran, désolé. Donc, la première mission, c'est sur un axe humain. Ça veut dire qu'en tant que direction d'innovation, on est là pour créer et pour animer des communautés et des réseaux, des communautés internes avec nos collaborateurs, mais aussi des communautés externes. Il faut se nourrir de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, ce type d'interaction entre l'interne et l'externe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va favoriser, va stimuler une intelligence collective. On est là pour ça aussi, pour s'assurer que cette intelligence collective elle a lieu. Et à la fin, c'est ce qu'on va faire également, c'est de développer ce qu'on appelle les soft skills en innovation, les compétences en innovation, que c'est la curiosité, le questionnement, n'est pas faire parce qu'il faut faire, il faut se poser la question pourquoi on doit les faire, tout ce qui est le réseautage, l'expérimentation, le test and learn, et aussi, c'est ce que je dis des fois, c'est une tolérance à l'incertitude. C'est des choses qu'on doit apprendre quand on travaille en innovation, et on l'a vu un peu beaucoup sur cette période de Covid. On ne sait pas de quoi demain est fait.
Et ça, c'est la première mission. Après, il y a une deuxième mission qui est sur l'axe business. Donc, on est là, cette direction innovation est là aussi pour anticiper et identifier aussi ce qui vont être nos produits ou nos services de demain, mais aussi nos business models de demain, et accompagner à toutes nos lignes des métiers, à toutes nos lignes des business, à développer, à tester et à les apprendre justement pour qu'ils soient prêts le jour où ces nouveaux services, ces nouveaux business models, seront bien nourris dans l'organisation. Mais si je dois résumer dans une phrase, la direction innovation est là pour accompagner la transformation de la branche marketing et services et aider aussi le groupe Total dans son ambition climat à 2050. Super, eh bien, c'est très intéressant de savoir à peu près justement les missions de la direction de département d'innovation chez Total. Et est-ce que vous avez donc, j'imagine bien que vous avez quelques projets en cours. Vous pouvez nous en parler un petit peu des quelques projets ou des programmes au sein de la branche? Oui, oui, bien sûr. Bah, ouais. Les projets, on en a énormément, donc il fallait choisir, mais quand on a regardé un peu la thématique, justement, je vais vous parler d'un programme qui, quelque part, reflète un peu ces deux grandes missions qu'on a dans la direction innovation. C'est un programme qui s'appelle les Innovation Bootcamp. Ces programmes, c'est un programme qui est démarré en 2014, donc il y a déjà plusieurs années. Cette semaine, on vient de lancer la 7e édition des Innovation Bootcamp et c'est un programme international. Donc, ces programmes ont deux objectifs principaux. Le premier, c'est de former des collaborateurs dans le domaine de l'innovation et du digital, et que justement ces collaborateurs deviennent après des ambassadeurs. Parce que malheureusement, on ne peut pas ramener tout le monde ici à Paris pour les former. Donc, c'est une espèce un effet de diffusion qu'on fait après, au démultiplicateur, après la fin des bootcamps. Ces bootcampers, ils doivent à la fois former dans l'innovation et dans le digital dans leur pays d'origine. Et ça, c'est le premier objectif de ces programmes. Et le deuxième objectif, c'est accélérer un projet qui soit à la fois innovant et digital. Et ces projets, il doit être choisi, il doit être en ligne avec les stratégies de la branche MS. Et surtout, ça doit être un projet qui doit créer de la valeur pour le client, pour nos clients finaux. Et donc, formation, accélération des business, innovation digitale et tout ça pour servir à nos clients. Ces programmes, et aujourd'hui, il a touché plus de 30 pays, a pour vocation justement d'être un programme international, parce que l'innovation, c'est quelque chose que je dis régulièrement, l'innovation n'est pas l'affaire d'une élite. L'innovation dans une entreprise, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, et pour ça, il faut qu'on les forme. C'est pas quelque chose, ça se fait pas par décret non plus. Donc, c'est un processus long et c'est un processus qui mérite une étape des formations et d'acquisition de ce type d'état d'esprit. Et comme je vous ai dit, vous voyez, nos missions, c'est côté humain et côté business. Avec ces programmes, on touche le côté humain avec la formation des bootcampers et le côté business avec l'accélération d'un projet innovant qui va créer un produit ou un service pour nos clients. Eh bien, ça nous donne beaucoup de curiosité aussi, ces programmes. Et ce que je vous propose, c'est de montrer donc, une petite vidéo, si je me permets bien de la partager, si tu es d'accord. Oui, vous êtes en avant-première parce que ces vidéos n'est même pas parcourues à l'intérieur des Total. Donc, pour vous dire, vous avez de la chance. J'ai permis de les faire et justement, c'est le lancement de la 7e édition qui a été faite. On a démarré il y a 2 jours. Allez, Eh vas-y. bien, il y a 2 jours donc, que cette vidéo est sortie. Nous l'avons en premier. Vous allez la voir maintenant.
on n'entend pas la musique. Excuse-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Non, la musique, non. Attendez 2 minutes. Non, une petite minute, s'il vous plaît. Si tu mets Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Oui, oui. Alors, je pense que vous n'avez pas écouté le son. Nous allons régler les petits problèmes techniques. Nous avons tout essayé pour que ça marche bien. Et là, nous allons donc le voir en interne pour vous le remontrer. Non, de toute façon, voilà, de toute façon, c'est pas grave. C'est ce qu'on veut montrer, surtout, c'est l'état d'esprit de ces programmes avec toute courte vidéo. On veille beaucoup à la richesse des mix de chaque promotion. Bon, déjà, c'est un programme international, donc côté culturel et nationalité, on est sûr que de toute façon, on aura un mix intéressant, mais on veille surtout à la diversité des genres. Vous avez vu, il y a 5 femmes, 6 hommes, et surtout à la diversité des origines académiques. On ne veut pas que ce soit que des ingénieurs ou que issus de la communication ou des marketing. On veut vraiment un mix. J'ai toujours dit et je suis convaincue, c'est certes que le digital, c'est le principal levier d'innovation aujourd'hui, mais c'est grâce au digital qu'on peut, et au numérique, qu'on peut innover avec autant de vitesse et d'efficacité. Mais la diversité, c'est à mon avis le deuxième grand levier d'innovation. Et donc, c'est pour ça qu'on veille à tout ça et on voulait quand même montrer ça. Et une autre chose qu'on veut montrer avec ces vidéos, c'est qu'au début, ces programmes s'appelaient Digital Bootcamp. Finalement, on voit et on a vu, c'est un peu l'année 2020 qui nous a fait un peu updater ces programmes, c'est qu'aujourd'hui, le digital ne suffit pas en soi pour innover. Il y a tout le côté, ce qui veut la société, qui doit aussi nous driver. Le climat, il doit nous driver dans tout ce qu'on va faire à l'innovation. Donc, c'est le digital plus le climat qu'on met aujourd'hui en avant dans tous nos projets d'innovation et dans toutes nos directions innovation de groupe Total, pas uniquement marketing et services. Bien sûr. Et justement, du coup, si on comprend bien, dans ces programmes de bootcamp, ce qu'on fait, c'est aider donc bien à développer tous les projets qu'on peut
qu'on peut trouver innovants au sein de la branche. Combien de pays donc, sont touchés par ces programmes déjà et qui accompagne donc, les bootcampers, la personne qui rentre dans les bootcamps? Oui, oui, parce que c'est vrai qu'un bootcamper tout seul, il ne peut pas mener un projet innovant et digital, ça c'est sûr. Je vous dis tout à l'heure, à chaque promotion, on reçoit entre 10 et 12 et on essaye chaque édition d'avoir pas les mêmes pays. Hein. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a touché plus de 30 pays et l'objectif, c'est de toucher de plus en plus. Et je pense qu'une chose qui va nous aider aussi, et finalement, je veux dire, à chaque crise, nous, en innovation, dans les crises, on voit des opportunités. Même si c'était très dur, parce que c'est une crise sanitaire, il y a eu des pertes de vie. Nous, ce qu'on dit, finalement, ces programmes qui étaient 100% en présentiel, c'est la première fois qu'on va les faire. Déjà, toute la partie formation et préparation, on est en train de le faire en distanciel. Donc, toutes les zones du monde entier, entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, on réunit tous nos bootcampers d'une façon remote. Donc, l'idée, c'est peut-être avec cette façon de passer en distanciel, on va atteindre beaucoup plus de pays et beaucoup plus de monde dans les années suivantes. Un bootcamper, même en distanciel, il y a tout un écosystème qu'on crée pour qu'il puisse mener son projet. Donc déjà, il y a le bootcamp manager. Hein, vous avez vu dans la vidéo, il y a Isabelle Batana, c'est elle qui s'occupe du programme entier du A à Z. Et donc, c'est elle la référente. Mais aussi, chaque bootcamper a un mentor qui va l'accompagner, et c'est quelqu'un de la ligne métier qui va l'accompagner dans tout le développement de son projet depuis l'idée. De toute façon, à l'innovation, il faut savoir qu'on commence avec une idée. Hein. L'innovation, c'est une idée. Après, cette idée, est-ce qu'on peut la transformer dans un concept? Et après, est-ce que ce concept, on peut le transformer dans un projet? Hein. Donc ça, ce sont les étapes et les phases de l'innovation. Et donc, ce mentor, il va accompagner le bootcamper justement pour l'aider dans toutes ces étapes-là. En plus de ça, on a un sponsor. Sponsor, c'est quelqu'un de très haut niveau, au niveau de l'organisation. Je veux dire très haut niveau, c'est un top manager qui va déjà valider le sujet. Ça veut dire que le topic et le thème qu'on va développer, c'est quelque chose qui a du sens. On ne va pas dépenser ni de temps de votre campeur et de la filiale, ni de l'argent pour quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, ce sponsor, il s'assure que la thématique, c'est quelque chose qui est en lien avec les stratégies de la branche et surtout en lien avec la transformation de la branche aujourd'hui. Et en plus, il va s'assurer que si les projets doivent continuer, parce qu'on doit aller dans une étape des MVP et d'échelle, des passages à l'échelle, il va s'assurer des ressources humaines et financières. Et après, il y a toute une équipe d'experts qui sont mises à disposition, et c'est des équipes d'experts ad hoc. Hein, pour chaque projet, chaque thématique, il y a une équipe. Ça veut dire que quand un bootcamper arrive à ces bootcamps, à ces programmes, il y a quand même un écosystème qui est mis en place. Et après, il y a trois grandes directions, on va dire, qui accompagnent ces programmes. C'est la direction innovation, parce que ce programme, il est logé chez nous, il est piloté et financé par nous. Il y a la direction des ressources humaines, parce que les ressources humaines suivent quand même la carrière d'un bootcamper, hein, pour que cette personne il puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, être un ambassadeur dans son pays d'origine. Et après, il y a la ligne des métiers sur la thématique qui a été choisie pour accélérer sur le projet. Bien, donc juste, on prend les bootcampers qui sera dans le programme pendant 3 mois, oui, qui sera donc accompagné. On a bien compris aussi, ce programme se passe dans 30 pays. C'est énorme aussi comme programme. Et justement, c'est la première fois aussi qui se passe à distance en digital. Et c'est très, très intéressant. Mais au bout de ces 3 mois, du coup, qu'est-ce qu'il a à faire, ce bootcamper? Comment il clôture ces 3 mois? D'accord, ok. Déjà, ces 3 mois, ils sont divisés en 6 semaines de formation
pure et 6 semaines d'accélération du projet pur. Okay, voilà, c'est ça, les 3 mois, ils sont vraiment à 100%. Ils ne font pas d'autre chose. Hein. C'est un programme, c'est une task force, comme on dit. Hein. C'est la définition de bootcamp, quand même. Et donc, après ces 3 mois, les bootcampers, tous les bootcampers vont pitcher devant un jury. Le jury, c'est les plus hauts niveaux du comité exécutif de la branche MS, pour vous dire à quel niveau on traite ces programmes, plus les sponsors, plus la Digital Factory. Et donc, ces gens-là, ils vont choisir et ils vont décider si on fait un go ou no-go du projet. Si le projet a un go, ça veut dire que, je vous ai parlé d'un sponsor tout à l'heure, ça veut dire que le sponsor, il doit s'asseoir avec la filiale et avec nous, Direction Innovation, pour dire, OK, comment on fait la suite de ces projets? Parce que là, on est dans une phase, le bootcamp, c'est une phase de projet. Hein. Après un projet, pour pouvoir passer à ce qu'on fait un POC ou un MVP, un Minimal Value Product, et c'est la deuxième étape du projet. Et donc là, le sponsor, il s'assure d'avoir et les ressources humaines et financières pour pouvoir suivre le projet. Le sponsor et nous, Direction Innovation. Et donc ça, c'est côté projet. Et côté humain, il y a quand même un rôle démultiplier tout ce qu'il a appris côté méthode d'innovation et côté digital dans sa filiale d'origine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous allez me dire, tous les projets ne sont pas go, hein, et ce n'est pas un problème, et ce n'est pas la mort. Hein. On est là, justement, la direction innovation, c'est un lieu, j'ai dit tout à l'heure, d'expérimentation, de test and learn. Et donc, justement, les programmes qu'on met, ce sont des programmes courts, mais accélérés pour dire, si ça marche, tant mieux, on continue. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. En tout cas, on l'a arrêté en temps et en heure et on n'a pas dépensé du temps et de l'argent. Et en plus, il faut savoir qu'on apprend beaucoup plus des échecs que des réussites. Les réussites, on ne se pose pas de questions, ça marche bien, on ne se pose pas de questions. Là, on se pose vraiment de questions, c'est quand ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Donc, finalement, quand on va passer devant ces jurys, c'est pour montrer que cette idée, ça peut être un projet valide et c'est un projet qui a un business model derrière et qui a trouvé un marché. Ça veut dire qu'il a trouvé une appétence de marché derrière. Et donc, c'est dans ces cas qu'on dit go. Si on n'a pas trouvé tout ça, on dit non et tant pis. Et en soi, ce n'est pas grave. Ce sont des programmes qui servent à ça. Il faut apprendre aussi des échecs. Et justement, du coup, avec ces personnes auxquelles c'est un no-go et donc leur projet n'est pas tout à fait validé, est-ce que c'est fini pour eux, ces projets clôturés à 100%? En fait, ça c'est, il n'y a pas de règles. Dans tout ce qui est projet d'innovation, il n'y a pas de règles. Vous allez voir que je vous encourage à vous travailler en mode entrepreneuriat. C'est vraiment très, très riche, très, très riche. Et, dans un programme, on peut pivoter énormément de fois. On peut partir avec une idée, avec un cible des marchés, et finalement, ce n'était pas B2C, mais c'était B2B ou c'était B2C. Donc, et on peut pivoter. On peut pivoter énormément de fois. Donc, finalement, ces programmes qui c'était no-go, peut-être c'était no-go là, mais finalement, on dit, bon, on peut regarder si finalement on ne s'était pas trompé des cibles. Et on peut le reprendre. Mais on ne peut pas aller à l'infini. L'idée, c'est il faut qu'on soit aujourd'hui, il faut qu'on soit rapide dans nos décisions. L'innovation, elle est de plus en plus rapide et radicale. Donc, il faut que nous, avec nos programmes, on soit rapide aussi. Donc, si on considère qu'il y a vraiment un marché qui c'est un time to market assez rapide, mais on met les énergies là. Et sinon, si c'est un no-go, je répète, ce n'est pas un problème. L'innovation, c'est ça. Ce qui est important dans l'innovation, c'est la première étape, c'est que le pipe, il soit rempli tout le temps
des nouvelles idées. C'est ça l'important. C'est pas que toutes les idées, et avoir 150 projets. Parce qu'on sait de toute façon, quand on va dans des grandes écoles aux États-Unis, savez-vous combien d'idées il faut lancer pour avoir une innovation? Je vous fais un défi à vous tous. Hein? Donnez un chiffre. Hein? C'est à Berkeley Alors, qui dit je ça. vais répondre Bon, par 4000. 30. 4000. Ah. 4. Eh bien, Joseph qui a répondu 30 est un peu loin. Et ça, c'est statistique. Hein. Il faut avoir lancé 4000 idées pour trouver une innovation. Évidemment, on parle des innovations au niveau des grandes Stanford, Berkeley, là où ils font, au MIT. Hein. Mais pour vous dire, pour nous, ce n'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des idées, plein d'idées. Et c'est sûr qu'ils ne vont pas tous être passés, mais c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie. Oui, tout à fait. Non, bien sûr, on apprend aussi beaucoup des échecs et ça, on en parlera à la fin parce que on en a tous des histoires comme ça. On aimerait bien savoir si vous en avez aussi vers la fin. Nous avons déjà quelques petites questions que j'aimerais bien aborder de maintenant. Alors, Siam demande quels seront les thèmes abordés pour ce bootcamp? Ok, les thèmes abordés pour le bootcamp, déjà, j'avais dit tout à l'heure, il faut que ce soit un lien avec les stratégies de la branche. Ça veut dire, nous, aujourd'hui, notre groupe est en train de se transformer. J'espère que vous avez un peu suivi les news des Total. Hein. On s'informe énormément dans tout ce qui est les énergies, les nouvelles énergies, soit le solaire, l'hydrogène, les éoliennes, etc. Et donc, ça veut dire que les thématiques vont être en lien avec ça. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, on a des thématiques sur les hubs de mobilité. C'est quoi les nouvelles lieux de rendez-vous de Total demain? Aujourd'hui, c'est une station de service. Demain, ça sert à quoi? C'est ce qu'on appelle les hubs de mobilité. Parce qu'on aura, en plus d'avoir plusieurs énergies qu'on va vendre et délivrer, on aura aussi plusieurs façons de se déplacer. Aujourd'hui, on a le modèle classique, une voiture, je veux dire un scooter qui arrive dans une station de service et qui remplit son fond de carburant. Ben, demain, ça sera différent déjà parce que les gens vont se déplacer d'une façon différente. Déjà parce qu'on aura des réglementations dans les villes qui vont nous empêcher d'utiliser des voitures thermiques. Déjà, pour vous, s'il y a plusieurs d'entre vous qui habitent à Paris intramuros, à partir de 2025, eh bien, les voitures thermiques, ils ne pourront plus rentrer. Donc, ça veut dire qu'il y aura ou la trottinette électrique, ou le vélo électrique, ou la voiture électrique. Et donc, nous, ces hubs de mobilité, ce sont les nouveaux lieux de Total de demain. Et qu'on commence déjà avec un des bootcampers travaille sur ça parce qu'on est en train de construire et de répondre à un appel d'offres comme ça à Amsterdam. Donc ça, c'est un exemple. Après, un autre exemple sur lequel on travaille, c'est surtout ce qui est tous les e-commerce. Il faut savoir que même des sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés industrielles, même nos clients historiques et nous nouveaux clients, hein, comme vous générations, ils vont sûrement chercher nos produits sur un marketplace. Donc, comment nous, on s'assure que tous nos produits soient disponibles dans la net. Hein? OK. Vous voyez, ça, c'est un autre exemple. Un autre projet sur lequel on travaille, c'est tout ce qu'on peut, des offres pas cachées. Toujours avec le client, toujours une vue client. Nous avons beaucoup de clients, ce qu'on appelle des clients B2B. Les BTP, la construction, les miniers, les agriculteurs. Et donc, tous ces clients B2B vont avoir besoin demain d'une offre pas cachée low carbone, donc c'est-à-dire sans émission de CO2. Et donc, un des projets, c'est de voir comment on réunit et on fait ce type d'offres pas cachées à nos clients B2B.
Bon, comme ça, j'ai plein d'exemples, mais on ne va pas passer cet après-midi. Pour vous donner quelques exemples. C'est très bien justement d'avoir aussi cette approche en relation avec la petite question de tout à l'heure. Nous avons Oudra qui nous demande, vous avez parlé de la branche MS. En quoi consiste cette branche? Oh, et c'est pour vous donner en quoi consiste cette branche, il faut qu'on parle de qui sont toutes les branches du groupe, parce que finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'origine, on avait ce groupe, c'était un groupe oil and gas, hein, pétrole et gaz. Aujourd'hui, Total, c'est une entreprise multi-énergie. Mais on a quand même des branches qui sont des branches historiques. Okay. La branche exploration et production, c'était la branche la plus historique et plus ancienne. C'est là où on allait chercher le pétrole et le gaz. Après, on a la branche raffinage. Aussi, c'est une branche quand même historique parce que ces pétroles qu'on récupère, on les met, je vous fais un dessin très rapide, hein, on les met dans des grands tours de distillation pour pouvoir sortir des produits pétroliers. Un produit pétrolier, vous savez, plusieurs types de produits, des plus lourds au moins lourds, qui sortent des raffinages de pétrole, de bitume, c'est l'asphalte, hein, ce qu'on utilise pour construire les routes, et c'est le plus lourd. Et après, vous savez, des fuels qu'on utilise pour les chaudières, vous savez, de l'essence, des diesels, de kérosène qu'on utilise pour les avions, le jet fuel et le gaz propane et gaz butane. Hein, vous savez, tout ça, qu'est-ce qui fait la branche marketing et services? Commercialise tout ça. Sauf que depuis quelques années, Total a décidé de faire son virage et de se transformer. On a racheté une quatrième branche, qui c'est la branche Gas Renewable Power. Et c'est là où on a commencé depuis quelques années à intégrer toutes les nouvelles énergies. Et donc, avec cette branche-là, on est en train d'intégrer cette nouvelle énergie qui va aussi commercialiser dans cette branche marketing et services. Est-ce que j'ai répondu à mes questions? Eh bien, j'espère aussi, oui, Audra, que ta question a été répondue, mais moi, je pense que ça a été très, très clair pour la branche MS. Donc, tout au long aussi de l'intervention, nous avons fait un petit sondage et nous avons déjà donc les résultats. La première question, c'était, trouvez-vous que vos entreprises donnent de l'importance à l'innovation? Alors, il y a les 85% qui a dit oui et les 15% qui a dit non. Est-ce que ces résultats vous étonnent? 85%. Non. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas une GAFA. Hein. Et donc, c'est sûr qu'on est une société industrielle qui a décidé il y a quelques années de faire ces virages, de se transformer. Et la transformation d'une société, ça passe par l'innovation. Ça passe par cet état d'esprit. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans le rôle qu'on a toutes les 4 directions innovation de ce groupe Total, dans diffuser cet état d'esprit. L'innovation, c'est un état d'esprit. Et donc, on voit aujourd'hui que ça prend de plus en plus, mais ce n'est pas fini. Et donc, ces 15%, il faut aller le chercher. Et c'est toujours comme d'hab, hein. C'est quand on décide des pertes de poids, les 10 premiers kilos sont les plus faciles et les 3 derniers sont les plus difficiles. Hein. Et donc, avec l'innovation aussi, parce qu'il faut qu'on embarque tout le monde. Bien sûr. Pour la deuxième question donc, que nous avons fait au public, pour vous, est-ce que l'innovation est un levier de transformation pour les entreprises? Dans le public, le 95% a répondu oui. Eh oui. Et un petit 5% qui a répondu non. Mais après, je veux dire, moi, je ne peux pas ne pas être convaincue en tant que directrice d'innovation. Mais il faut savoir, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, de toute façon, l'innovation, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est possible que le titre
où la place, où la fonction des directeurs innovation est apparue il y a quelques années, je veux dire il y a une dizaine d'années, un peu. C'est quelque chose un peu nouveau, mais l'innovation en soi n'est pas nouvelle. Je veux dire, depuis l'existence, depuis que l'homme existe, il a innové de façon différente, il a innové, mais on a toujours innové, les sociétés ont toujours innové. Et la principale raison pour laquelle les sociétés doivent innover, c'est leur survie. C'est si simple que ça. Sauf qu'avant, il y a 50 ans, on innovait aussi, mais il y a 50 ans, on innovait à un rythme qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Pourquoi qu'est-ce qui a changé dans l'innovation d'aujourd'hui? Et pourquoi aujourd'hui l'innovation est importante dans les sociétés? C'est ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'innovation elle est plus rapide et plus radicale, mais due à la technologie, due au numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rythme auquel on se confronte aujourd'hui les sociétés, il est incroyable. Je veux dire, il est tout le temps. En fait, ça ne s'arrête plus. Avant, on avait des périodes dans la vie d'entreprise un petit peu plus longues. Aujourd'hui, la transformation d'une entreprise, ça ne s'arrête pas. Mais c'est parce que c'est le rythme technologique qui nous donne ça. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est la société. Aujourd'hui, c'est un peu la société qui nous impose aux entreprises des façons et des produits et des services. Avant, on faisait un produit, et plutôt on le lançait dans le marché et ça marchait. Aujourd'hui, on n'envisage surtout pas lancer quelque chose si on n'a pas été vraiment testé sur la façon, déjà sur le produit s'il va être acheté et sur la façon dont il va être acheté. Eh bien, c'est très clair. Je vois donc que le temps passe. Ah oui, pour vous. Mais c'est super, c'est super, c'est très, très intéressant. Je suis sûre que les gens sont très intéressés aussi. On le voit par les petits commentaires et les questions. Mais j'aimerais bien finir avec une toute dernière question. Est-ce que tu as une anecdote à partager qui a pu marquer ta vie? Peut-être un échec, que ça puisse vraiment te donner, que ça puisse donner des conseils justement au public. Ouais, une histoire, vous avez au moins 5-10 minutes. Oui. Ok, moi je me suis bloquée quand même un petit peu plus parce que je sais à chaque fois que je fais des types d'interventions qu'on dérape un petit peu. Oui, je ne vais pas donner, en fait, j'ai appris un truc il faut vivre sa vie comme on peut. Et donc, je ne vais pas donner des conseils, en tout cas, je vais dire un peu comment, je vais raconter une anecdote qui a quand même plus de 30 ans. À l'époque, j'aurais bien voulu avoir toute cette technologie qu'on a aujourd'hui et qu'il y a 30 ans, on ne l'avait pas. Mais moi, j'étais une passionnée de la mode tout le temps. Moi, j'adorais ça. Et j'étais toujours, vous l'avez noté un petit peu avec tout ce que je dis, j'étais toujours très, très autonome et très indépendante. Et donc, j'ai toujours aimé avoir mon argent de poche, même quand j'étais jeune. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai décidé, j'ai dit à mes parents, écoutez, je vais lancer une toute petite entreprise. Donc, j'ai besoin d'un peu de financement. Donc, évidemment, mon père, qui n'avait pas énormément, parce qu'on n'était pas une famille aisée, mais il m'a dit, OK, je vais t'aider. Donc, il m'a donné le premier financement. Okay. Moi, je me suis dit, moi, j'avais un objectif. Je dis, je vais être autonome, je vais lancer une mini-entreprise, j'aime la mode. Qu'est-ce que je peux faire de rapide pour que ça puisse faire et que je puisse avoir des revenus vite aussi? C'était mon intérêt. Et donc, j'ai décidé de lancer une mini-entreprise de pulls tricotés à la main. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était la chose la plus facile à faire et que je savais que j'allais m'éclater et que j'allais faire de la mode et que j'allais avoir surtout des revenus rapides. Et donc, j'ai acheté de la laine en grosse quantité chez un grossiste. J'ai embauché une dizaine des femmes qui étaient en retraite.
je faisais des restos à l'époque déjà. Hein. Donc, des femmes qui étaient à la retraite et qui étaient chez elles et qui voulaient quand même racheter un petit peu d'argent en poche à la fin des mois. Et donc, je fais ça toute seule. Je faisais des designs. Chaque pièce, c'est une pièce unique. Il n'y avait pas d'autres pièces. Donc, vous voyez, je faisais de la supply chain, des achats, de la supply chain, et du design, de la programmation de la production. Et après, vous me demandez c'était quoi mon business model? Ben, je faisais le business model Tupperware. Vous connaissez ce que c'est le Tupperware, non? Peut-être non, parce qu'à votre époque, n'existait pas. Le Tupperware, c'est, ben, on s'est réunis dans des maisons et on vend vous savez, les Tupperware, là, on range la nourriture. Bon, c'est ça. Bon, moi, pareil, je me réunissais dans des maisons et je vendais mes pulls à droite, à gauche et aussi, j'allais dans des magasins. Bon, voilà, c'était une expérience formidable parce que moi, j'ai fait ces du A à Z, toutes les phases d'une entreprise, depuis la programmation de la production, la supply chain et la commercialisation et tout ça. Bon, je me suis éclatée. J'avais 19 ans quand même. J'ai fait ça pendant 2 ans. Mais petit problème, je vous ai parlé d'un pays, Argentine. Okay, l'Argentine, c'est un pays où tous les 10 ans, on a une hyperinflation qui éclate et l'économie, c'est une catastrophe. On a dans ces moments, mais bon, on a tous les 10 ans. Donc évidemment, j'ai eu une hyperinflation énorme et donc du coup, je n'arrivais même pas, je vendais un pull et je n'arrivais même pas à acheter la matière première pour ce pull-là. Donc c'était pour vous dire que l'inflation, elle était intra-journée. Donc on pouvait avoir des 50% d'augmentation dans la journée même. Ok, j'ai dit, j'abandonne, je vais me consacrer à mes études, je vais démarrer quand même mon école de commerce et donc j'ai dit, je vais me consacrer. J'étais quand même fière de moi, déjà d'avoir réussi à monter quelque chose toute seule, hein, il y a 30 ans, et j'étais fière de savoir de quoi j'étais capable. En fait, je m'ai testée moi-même. Et aussi que mes parents soient fiers de moi. Donc finalement, si je réponds à la question de Stéphanie, bah, côté entreprise, c'était un échec, évidemment, parce que j'ai dû fermer, fermer, je l'ai fait chez moi dans mon appartement, donc je ne fais pas non plus, mais j'ai dû dire, bon, bah, j'arrête et j'arrête ma société et je l'ai arrêtée. Alors, en revanche, ça fait cette expérience qui m'a guidée dans toute ma vie professionnelle. Parce qu'en fait, j'avais clair dans ma tête ce que je voulais faire. Je voulais faire une businesswoman. Je voulais dédier ma vie à la négociation, à tout ce qui est supply chain. Et finalement, quand vous voyez un petit peu mon parcours dont vous a parlé Stéphanie, bah, toute ma vie professionnelle a été drivée par la négociation, soit côté achat, soit côté vente, soit côté développement. Mais finalement, je trouve que cet échec a quand même guidé ma vie professionnelle. Mais aussi, m'a appris des choses dans la vie tout court, en disant que vous le prenez comme conseil ou pas, mais il faut aller au bout de ses rêves, il faut avoir confiance en soi-même. Je me suis dit que finalement, je sentais que j'étais une femme puissante, mais pas puissante dans le sens où on connaît aujourd'hui, on fait le rapproche puissance-pouvoir. J'avais aucun pouvoir à 19 ans. Je me sentais puissante parce que j'étais puissante dans mes convictions et dans mes idées et dans mes valeurs. Et après ça, j'avais une vision claire de ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Très, très beau. Mes collègues aussi dans le salon disent que c'est vraiment très, très inspirant. Il faut aller au bout de ses rêves. Belle histoire. Merci beaucoup aussi pour ce partage un peu plus personnel et donc toujours très intéressant. Maria, si tu as 2-3 petits mots pour la fin, on clôture comme ça avec toi. Et puis, merci vraiment beaucoup pour cet échange. Oui, moi je veux dire que il faut la vie d'entrepreneur, c'est très bien, mais dans un grand groupe comme au Total, et ça je parle parce que j'aime bien parler de la marque employeur, on est capable aussi de travailler dans ces modes-là.
On a énormément de programmes d'entrepreneuriat, des bootcamps, et c'est pas parce qu'on est dans un grand groupe qu'on ne travaille pas dans ces modes-là. Donc, voilà, on attend des jeunes qui viennent travailler chez Total. C'est une belle boîte qui se transforme tous les jours et de plus en plus. Petite invitation pour tous les assistants à cette belle journée. Merci beaucoup. En tout cas, le message est passé, c'est très clair. Ça nous inspire beaucoup. Nous avons de plus en plus de messages. Merci beaucoup. Merci à vous. Très inspirant. Merci beaucoup. Et merci pour ce partage très inspirant. Donc, encore une fois, merci de nous avoir accordé cet espace et d'avoir partagé avec nous. Et je laisse la main donc à Margot pour continuer avec la conclusion de la journée. Maria, gracias. Merci et continuez à faire ce type d'événements, c'est très bien. Pour nous aussi, c'est inspirant d'échanger avec vous. Hein. C'est toujours dans un double sens, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup. Merci. Merci encore pour cette intervention très inspirante. C'était vraiment super. On a été captivés par cette intervention. On va donc pouvoir conclure cette journée. Je vais laisser la voix à nos coachs qui nous ont donc accompagnés pour qu'on puisse en fait vous proposer ce webinaire aujourd'hui. Et ensuite, on donnera la parole à Monsieur Atarsa, Mourad Atarsa, qui est donc le responsable de notre formation, qui nous a aussi beaucoup aidés et sans qui on ne serait pas là devant vous aujourd'hui. Adeline, bonjour. Hop. Oui, bonjour l'équipe. Bonjour l'équipe projet que vous êtes. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un peu spammé le chat tout au long de la journée, donc je vous remercie beaucoup pour cette journée et je vous remercie beaucoup de nous donner la parole aux coachs que nous sommes. Et je suis seule parce qu'Agnès est en séance en ce moment même. Voilà. D'accord. Et pour tous les intervenants qui sont là encore et qui nous écoutent, et les étudiants, on a assisté à une journée métier de haute qualité, à une journée placée sous la thématique de l'innovation, de l'expérience client, de la relation client. Mais pour nous, pour vous que vous êtes et pour les M2 que vous êtes, on sait qu'on est aussi à un moment fort de ce qui s'appelle un projet. Votre année scolaire que vous vivez, placée sous ces thématiques métiers, c'est aussi une année scolaire qui vous forme au management de projet. Et Maria, qui parlait juste avant, nous disait une chose, l'innovation, c'est des idées, ça devient ensuite un concept et ça devient ensuite un projet. Et un projet, ça s'apprend. Et c'est ce que vous nous montrez aujourd'hui, c'est que vous êtes des très bonnes actrices, contributrices, opérateurs de projet. Et là, vous nous avez livré une belle étape de votre projet. On vous en félicite parce que c'est un peu un tour de force aussi que d'arriver à proposer une journée de cette qualité dans le contexte que nous connaissons. Donc, nous vous félicitons pour en être arrivés là. Et je reboucle aussi avec de nombreux intervenants. Vous avez cru à un moment donné à ce que vous avez décidé de faire. Et quand on y croit dur comme fer, en général, on arrive à déplacer les choses et on arrive à atteindre ses objectifs. Après, vous avez aussi bien clarifié vos objectifs, construit votre projet, etc., etc. Mais ça, c'est autre chose. Nous tenions à vous féliciter pour la qualité de votre animation, de la préparation et puis pour la qualité de vos intervenants. Et ça, je laisserai Mourad revenir là-dessus probablement. Mais c'était extrêmement riche du bout en bout de la journée, tant sur le format que sur le fond. C'était un plaisir que de se mobiliser et de participer à ces journées. Je remercie par là même l'ensemble des intervenants. On a appris des choses, on a ri aussi, on a écouté des anecdotes, on a découvert des secteurs, des terrains qu'on ne connaissait pas forcément. Il y a eu des messages clés très très forts. On a parlé d'innovation, d'adaptabilité, d'expérience. J'ai beaucoup aimé une expression, alors pas la pépite en pépin, mais ça c'était assez rigolo, mais j'ai beaucoup aimé l'alchimie relationnelle positive, qui était quelque chose à viser. Oui, derrière, il y a des outils, il y a des process, mais avant toute chose, on cherche à créer du relationnel et à créer quelque chose d'un peu magique entre tout le monde. Et donc, je ne sais pas trop comment je vais dire les choses, mais avec Agnès, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on était fiers de vous, on était fiers pour vous, de ce que vous avez fait, et on est de tout, et de cette filière dans laquelle vous vous inscrivez, et on parle de la symétrie des attentions, qui dit quoi, on en a beaucoup parlé, hein, qui dit que le client, il va être content si le collaborateur l'est, et puis le collaborateur, il va être content si le client l'est. Je schématise. Alors, est-ce que si le public, qui semble extrêmement satisfait de ce que vous avez proposé, les intervenants également, et puis vos coachs et commanditaires également sont contents, satisfaits, ont passé une très très bonne journée et sont fiers,
Est-ce que vous l'êtes également? Est-ce que la symétrie des attentions marche jusque-là? C'est la question que je me posais. Nous sommes fiers, nous sommes ravis. J'espère que vous êtes fiers, que vous êtes ravis. Et je laisse la parole à Mourad pour conclure. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces compliments. Nous, on est très contentes, on est fiers de nous également. On a vraiment, la conclusion que tu viens de faire nous fait vraiment plaisir parce que c'était notre objectif. C'était vraiment aussi de pouvoir faire découvrir, comme tu le disais, des choses un peu différentes, des choses dont on n'entend pas forcément parler, comme ça a été le cas on l'a vu dans les sondages, pour le quality monitoring ou encore pour le feedback management ou bien d'autres choses. Donc oui, je pense que ouais, on peut être contente et merci à tous surtout pour votre participation parce que sans vous, ça n'aurait pas eu le même impact. Donc merci encore et puis on laisse donc la parole à Mourad. Merci beaucoup Marco. Donc écoutez, le privilège de passer en dernier, c'est que tout a été dit. Donc il ne me reste plus qu'à effectivement d'abord féliciter effectivement le groupe, Margot, Laura, Stéphania, Nina et Abibatou pour ce travail, pour cette journée très intéressante. Vous avez beaucoup parlé effectivement de belle journée. Elle est très belle, elle est très intéressante, très enrichissante. Et elle a, je pense, donné des idées. Elle a amené à des réflexions, à poursuivre la réflexion autour de la relation client, hein, qui est effectivement un sujet très vaste. À remercier tous les intervenants parce que vous avez convié des intervenants qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui croient en leur métier. On l'a vu avec Maria Claudia donc sur l'innovation et qui transcende, si vous voulez, bien sûr les entreprises, mais aussi en la vie personnelle et professionnelle, hein, puisque quand on s'intéresse à l'autre, au client, à l'employé, ça dépasse seulement le cadre professionnel. Donc, merci à eux, à Gilles Rouet d'avoir introduit cette journée, et donc à tous les intervenants. J'ai la liste devant moi, mais on les remercie tous très chaleureusement. Alors, si je devais vraiment en quelques mots synthétiser ce qui a été dit aujourd'hui, moi, il y a quelques mots que je trouve. D'abord, on a montré, tous vos intervenants ont montré que la relation client était stratégique, c'est-à-dire était importante et elle était porteuse d'enjeux, aussi bien sûr pour l'innovation, pour la différenciation, pour l'environnement concurrentiel, faire face aux défis concurrentiels, bien sûr, et à l'échelle internationale, puisqu'on a parlé effectivement de différents contextes. Il y a, je pense, quelque chose qui est revenu systématiquement. Moi, j'ai noté la notion de continuité. C'est-à-dire, il y a cette notion, vraiment, moi, qui m'a marqué aujourd'hui. D'abord, une continuité dans l'espace et dans les modes de relation avec le client. On a parlé d'omnicanal, de cross-canal. Donc, tout est lié. Donc, le client, il faut effectivement il ne faut pas perdre de vue le client. Il faut qu'il y ait une relation en continu avec le client. Dans le temps, les chatbots, en fait, moi j'ai été très intéressé par la définition qui a été donnée, c'est d'abord de maintenir la relation dans le temps avec le client, donc il peut contacter l'entreprise quand il veut, 24/24, 7/7. Donc tout ça, c'est de la continuité dans l'innovation. Madame Alvarez vient de le dire aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation, il y a toujours eu des innovations, mais cette innovation est continue, justement. Donc c'est ça, en fait, qui est nouveau. Une continuité aussi dans les informations, hein, donc on a parlé de feedback management, donc il faut collecter en continu, partager en continu. Donc cette notion de continuité, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu pour moi le fil rouge de cette journée. De l'autre côté, il y a des entreprises, et on a eu une variété d'entreprises, de PME, de multinationales, eh bien, elles ont sans cesse été en réactivité, elles ont été réactives, proactives pour justement faire face à cette continuité, donc qui constitue un défi énorme pour les entreprises. Donc réactivité pour innover dans les produits, les services, on a vu le cas de Total, de la RATP, des têtes brûlées, enfin voilà, donc ça, donc on a vu toutes ces innovations dans la communication, dans le monitoring, là aussi, même si c'est des process de qualité, mais ça amène de la réactivité. Et donc, tout ça dans un contexte aussi de culture
de culture d'entreprise. Chaque entreprise a sa façon de faire, on l'a vu avec les différents exemples qui ont été traités, mais aussi dans des cultures nationales. Vous avez voulu donner une dimension internationale à cette journée, et c'est vrai que la relation client ne sera pas la même en Allemagne, on l'a bien vu, qu'en France ou en Colombie. Et donc, cette dimension-là, elle est très importante pour répondre à ça. Et tout ça, effectivement, pour prendre en compte une expérience client qui finalement n'est pas aussi simple que ça, puisque l'expérience client, ça veut dire que c'est une expérience humaine, et donc elle est soumise à des incertitudes, elle est soumise à peut-être des comportements qui ne sont pas nécessairement rationnels, à de l'émotion aussi. Et donc on l'a vu, moi j'ai volontairement posé des fois des questions un petit peu décalées, par exemple pour le sucre, est-ce qu'on est dans le plaisir, est-ce qu'on est dans est-ce qu'on est dans la santé, ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que tout ça fait que ces enjeux de relations clients, l'innovation, la digitalisation, c'est un travail à part entière, et c'est des prises en charge justement qui sont pas du tout évidentes. Il y a des défis à relever, et on l'a vu à la fin avec le nombre, par exemple, d'innovations, enfin le rapport entre les idées et les innovations, et on peut, je pense, généraliser aussi cela dans tous les domaines, c'est bien du marketing ou de la qualité, et qui fait que ces défis-là sont les défis justement qui vous attendent, vous qui êtes en formation et qui seraient donc les managers de demain. Et donc, je vous fais confiance justement pour mieux prendre en charge ça. Et c'est vrai que s'il y a 30 ans, on n'avait pas ces technologies, vous disposez de ces technologies, mais dans 30 ans, il y aura d'autres choses à faire. Et j'espère que vous y serez effectivement préparés. Je crois que Julien Hervy a donné un peu la conclusion en disant « Happy Customer, Happy Employees ». Gilles Rouet ce matin parlait aussi d'Happy Society, ou de société, effectivement, d'être à l'écoute aussi de la société. Donc voilà, donc c'est un triptyque, voilà, Customer, Employee, Société. Et puis, si aussi vous, étudiants, donc, qui avez assisté, ou professionnels qui avaient assisté à cette journée, vous êtes heureux, nous aussi, on est heureux d'avoir pu organiser, et surtout le groupe projet Collab20, puisque c'est la 2e édition qui est organisée chaque année. Les groupes projet Collab20 organisent cet événement. Nous nous sommes ravis, et j'espère qu'on vous donnera rendez-vous à un prochain événement organisé par le Master Management de la Relation Client, Qualité Digitale. Voilà pour moi. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et Margot, je vous donne la parole pour le mot de la fin et la conclusion finale. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots qui concluent en fait très bien tous les points qu'on a pu voir aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, à part que on a vraiment essayé de faire un fil, en tout cas un lien entre tous nos intervenants, pour essayer de mettre en avant ce lien justement qui existe entre les clients, les collaborateurs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça permet aux clients d'être mieux satisfaits, aux collaborateurs également de l'être, et aux entreprises de continuer à se développer et d'innover. Donc voilà, on a pu vraiment échanger sur tous les sujets qu'on avait choisi. Et en tout cas, ça nous a fait grandement plaisir de tous vous avoir avec nous. Voilà, je pense qu'on peut dire que oui, tout le monde est heureux, je pense. Très bien. Écoutez, bravo à toutes, bonne soirée. On va vous applaudir, même si on est loin. pour cette merci. Voilà. Et, merci beaucoup. Je vois dans le chat qu'il y a eu l'idée peut-être que tout le monde puisse mettre sa caméra, qu'on puisse tous peut-être se faire un au revoir. Oui. Ah voilà, j'ai changé l'affichage, je vous vois tous. Je vois tout le monde. Très bien. Enfin, de plus en plus de monde plutôt. En tout cas, on espère que ça a plu à tout le monde et que vous avez pu donner tout ce que vous aviez aussi dans le quiz qui a été en fait très serré dans les résultats finaux. Moi, ça fait plaisir en tout cas de tous vous voir. C'est vrai que nous, ça nous a fait plaisir vu qu'on est un peu, comme on le disait, tous confinés, tous derrière nos ordinateurs tout le temps. Donc, ça a fait plaisir de partager un moment avec autant de personnes. Merci en tout cas. On
on vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vais le dire au moins 10 fois. Et j'espère qu'on se retrouvera tous bientôt. J'espère qu'on se retrouvera tous bientôt au sein de l'UVSQ. Très bien. C'est mieux, effectivement, en présentiel que par... Nous allons prendre la photo. Très bien. Allez-y. Avec votre micro, Nina, Stéphania. Eh bien, souriez. 3, 2, 1. Queso. Voilà. Je sais pas. Ah ouais? Merci, ça nous fera un bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Gracias.